Je suis le docteur Serge-Emmanuel Helaine. Je suis né le 25 décembre 1970. Je suis marié au docteur Francine Bahati, qui m'a donné deux beaux enfants, Marie-Capucine et Roberto. Je suis quatrième d'une famille de 7, donc le fils du défunt Robert Helaine Mang et de Tekla Chet Assang, qui est en vie. Et voilà, je suis l'actuel vice-ministre de la Santé. Ben, comme tout le monde, j'ai eu une enfance simple, comblée, je pourrais dire, parce que on dit de moi que j'étais un enfant qui n'a pas posé de problème à ses parents. J'ai grandi, donc, comme je l'ai dit, dans le quartier de Bonhomme, à Limité. Et pour la petite histoire de Bonhomme, le quartier Salongo, c'était un quartier résidentiel qui se retrouvait comme un îlot de civilisation entre Kingabwa et la rivière Ndjili, et qui a une histoire. Laquelle, c'est que les habitants de Bonhomme étaient tous des anciens de Limité, là où il y a eu le site de la foire, là où on a construit la foire. Donc l'État décide, pour les besoins de la cause, de construire la foire et délocalise donc la population. C'est comme ça que M. de Bonhomme, qui est un Belge, je crois, avait une grande ferme à de Bonhomme où il faisait élever ses vaches. L'État décide de lotir une partie de sa ferme, parce que c'était une grande concession. Et comme par hasard, on se retrouve à de Bonhomme, ça c'est l'histoire que les parents m'ont racontée, les anciens, un panel de plusieurs cadres, parmi lesquels il y a Papa André Bongo, qui était l'ancien secrétaire général de l'éducation nationale. On a Papa Désiré Bagbeni, qui était le secrétaire général aux affaires étrangères. On a eu l'ambassadeur Bagbeni, qui est un grand ambassadeur aux Nations Unies, à New York, en Inde. Et donc tous ces parents-là se retrouvent ensemble dans un quartier qui est marécageux. Et puis ils décident de travailler en commun. Donc ils écrivent pour urbaniser ce quartier parce que bon, c'est une ferme, c'est assez marécageux, les gens n'y habitent pas. Et comme par hasard, il y a une dame, Madame Philomène Guindou, qui est la sœur de Madame Takizala, qui décide d'acheter une grande concession à de Bonhomme. Donc elle construit des appartements, des grandes villas. Elle quitte sa maison de bas campagne. Elle était avant-gardiste, cette dame. C'était une femme d'affaires. C'était une des premières à importer les wax au Congo, Madame Guindou, Philomène. Et sa sœur, donc l'épouse de M. Takizala, qui à l'époque est le ministre des Travaux publics de l'époque. Et donc, puisqu'elle a construit des appartements et des grandes villas dans le quartier, elle sollicite son beau-frère pour urbaniser le quartier. Et c'est comme ça que les parents aussi se joignent à elle. Ils écrivent des courriers pour urbaniser le quartier. C'est ainsi que de Bonhomme sera urbanisé, avec des routes asphaltées, avec des caniveaux. Et donc, tous ceux qui connaissent ce quartier-là, quand on arrivait à de Bonhomme, c'était incroyable. On se croyait à Gombe, entre Limité et la rivière Ndjili. Et donc, comme je vous ai cité, c'est l'ancien DG Tchongo de la Régie des eaux a habité le quartier aussi. Donc, des grandes personnalités. Maître Yoko Yakembe, qui était ambassadeur à ce moment-là. Des grandes personnalités qui se retrouvent à de Bonhomme et qui commencent à l'urbaniser. C'est ainsi que nous, on a grandi dans ce quartier-là. Je pourrais dire, bon, je ne vais pas dire bourgeois, mais quartier d'élite. Et où les familles, on se connaissait tous, où on avait une enfance paisible. Donc nous, on passait le temps à se fréquenter, à jouer, à lire beaucoup, on lisait beaucoup. Et notre enfance est marquée par des jeux intellectuels. C'est marqué aussi par du foot, parce que dans le quartier, on avait l'habitude d'organiser pendant les vacances comme ça des compétitions de foot qui emmenaient tous les parents. Donc c'était assez intéressant. Et donc je grandis dans cet environnement-là sans trop de problèmes. Et je pense que c'est ça qui était quand même la base première de cet environnement un peu, ce petit cocon dans lequel on a grandi, même si c'était en dehors de la Gombe ou des autres, mais nous on était dans un quartier vraiment résidentiel. Comme je l'ai dit, essentiellement la lecture. Parce que, d'abord, on avait des parents qui étaient des intellectuels, donc forcément, les activités ne pouvaient être qu'orientées sur tout ce qui pouvait élever l'esprit. Donc nous, on lisait beaucoup. On jouait beaucoup au Scrabble, on jouait au foot,
On passait le temps, comme ça, entre amis, à se fréquenter et à discuter de ce qu'on lisait. Et c'était assez intéressant parce que il fallait avoir lu un livre le premier. Par exemple, que ceux qui avaient la chance de partir en vacances en Europe devaient ramener pour les autres des bouquins. Et puis, très vite, comme j'ai quand même eu la passion pour la musique, il fallait ramener le dernier tube. Comme ça faisait un peu branché quand on allait à l'école. Et nous tous aussi, à De Bonhomme, donc on fréquentait justement les grandes écoles. Moi, j'ai fait le Mont en bas, il y en avait des amis du collège Boboto, il y avait des amis de l'Athénée d'Agombe, il y avait des amis de Maloula. Et donc, c'était un peu intéressant parce que c'était un genre de compétition. Parce que vous n'avez peut-être pas connu ça. À l'époque, il y avait... bon, c'est vrai que nous, au départ, on allait en voiture et puis on a instauré le système de bus scolaire. Et donc, ça existait dans ce pays. Les bus qui venaient, par exemple, nous, en bas, le bus s'arrêtait sur le boulevard et le chauffeur vous raccompagnait jusqu'à la maison. Un peu comme aux États-Unis. Ça n'existe plus, c'est comme un rêve. Et à un moment, on a eu des bus scolaires où les élèves, on devait partager le même bus entre les élèves de Maloula, les élèves de... On se connaît tous, hein, d'ailleurs, parce que le bus, en fait, faisait le tour, on passait par Matete, on revenait par déposer les gens de Maloula, officiels, comme on disait, là, limités, et puis on montait vers le Mont en bas, et ceux qui allaient vers le collège Boboto prenaient ceux de l'Athénée de la Gombe. Et donc, voilà, c'était un système organisé, et nous, justement, notre enfance, c'était de voir qui étaient les meilleurs élèves, on voulait savoir un peu, on se challengeait comme ça, des jeux pour savoir qui avait les meilleures notes. C'était un peu ça notre environnement, quoi. Ben, comme je le disais, moi j'ai fait le groupe scolaire du Mont en bas. Encore une fois, une grande école qui, aujourd'hui même dans le gouvernement, on a beaucoup des anciens du Mont en bas qui sont là. Une école où on avait beaucoup de profs expatriés. Parce que pour la petite histoire, cette école avait été créée pour les profs européens qui venaient à l'université de Kinshasa. Donc, pour ceux qui connaissent l'université de Kinshasa à l'époque, on avait des profs expatriés qui habitaient le plateau des résidents. Et tous ces profs avaient leurs enfants qui passaient le temps là-bas, il fallait trouver une école pour eux. Donc c'est comme ça que l'université crée le groupe scolaire de Mont-en-Bas, où on avait des religieux, où on avait des profs, des expatriés qui venaient, et tous ces profs qui avaient leurs enfants les envoyaient au groupe scolaire de Mont-en-Bas. Donc c'est dans cet environnement-là que nous on a grandi. Ensuite, quand je termine au Mont-en-Bas, parce que j'ai passé toute ma scolarité là-bas, de l'école gardienne à l'école secondaire, je commence des études de médecine. Et je termine ma médecine en 2000, pour la simple raison que nous, on est la promotion qui avons connu les fermetures à l'époque de Mobutu, parce que je suis entré à 17 ans à l'université, donc, et très vite, c'était en 88-89, 18 ans, je dirais, il y a eu les troubles au pays. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous étiez déjà né, mais bon, on avait les histoires de Letiti Mboka, il y avait les étudiants qui protestaient contre Mobutu, et donc il y a eu des fermetures d'universités. Donc nous, on est la promotion qui avons vraiment souffert de ça, parce que bon, donc on entre à 18 ans, on quitte l'université à 30 ans, avec des années qui faisaient 2-3 ans. Donc, et je termine donc l'université en 2000, et une semaine après, je vais voir Dr Soul à la clinique Ganda, parce que je suis de nature un peu à ne pas vouloir m'ennuyer, et j'arrive à la clinique Ganda, Dr Soul revenait justement de ses soins en Europe, et je dis, mais moi je veux faire un stage professionnel, le temps de passer mon temps. Et il accepte de me prendre. Pour la petite histoire, je trouve des gens qui étaient en attente de contrat et qui étaient déjà en train de faire leur stage professionnel. Et moi qui arrive 2 semaines après, j'ai déjà un contrat à durée indéterminée. Il me confie ses malades, j'étais jeune médecin, mais il m'a vu travailler, il me confie sa patientèle privée. Donc très jeune, j'ai commencé à voir des gros malades, des ministres, des grosses hautes personnalités, qui étaient en fait certains des malades de Dr Soul qui me découvrent, et qui sont d'ailleurs avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et donc moi, en 2 semaines, j'ai un contrat de durée indéterminée. Je travaille à la clinique Ganda une année, environ, et puis une offre se présente à Médecins sans frontières et au centre médical de Kinshasa. Je passe les 2 interviews, je suis pris dans les 2 endroits. Médecins sans frontières, avec un très bon salaire, mais un contrat à durée déterminée, donc 6 mois, je crois qu'il y avait une mission au Tchad. Et le CEMCA, le centre médical de Kinshasa, qui me propose un salaire un peu moins intéressant, mais qui est de longue durée. Et donc je choisis le centre médical de Kinshasa. Je n'avais pas le salaire que Médecins sans frontières m'offrait. Et donc au CEMCA, je reste pendant 9 ans. C'était une belle expérience. Le CEMCA de l'époque, hein, avec des médecins directeurs comme Paul Daoust, avec des aînés comme Dr Maolo Pelagi, Dr Poy, Dr Beya qui est parti aux États-Unis.
Il y en a qui sont d'ailleurs morts, hein, donc il n'y en a plus beaucoup. C'est le SEMCA où, jeunes médecins, on arrive, on travaille avec des spécialistes, des médecins européens, donc qui n'ont aucun complexe, et qui vous font des remarques si vous êtes à côté. Et donc, sur cette table-là de Dr Paul Daoust, c'était une belle expérience parce que, quoi qu'étant jeune, il nous fait confiance. Pour la petite histoire, le SEMCA n'engageait pas trop de Congolais qui avaient étudié ici à l'époque. Nous, on est parmi les premiers. Évidemment, il y a Dr Ntsimba, qui est l'actuel médecin du chef de l'État. Il y avait Dr Ngoy, Dr Boukabao, qui est la chef, qui étaient les premiers Congolais, à part les aînés qui avaient étudié en Europe. Et donc, nous, la jeune génération, on arrive, très vite, ils se rendent compte qu'il a une équipe de gens formidables. Donc, j'ai été engagé au même moment, moi, un peu avant, Dr Guy Bandou, qui est le gouverneur actuel du Congo central, son épouse Dr Maneno. Donc, on se retrouve... 3 jeunes médecins assez intéressants et donc ils créent 3 postes. Pour moi, comme j'avais déjà l'expérience de Nganda, j'ai commencé directement avant eux. Eux, ils étaient en stage d'abord. Et donc le SEMCA, une belle expérience parce que au contact des médecins étrangers, on a la liberté de choix. On s'exprime sans trop de problèmes culturels parce que nous, on a souvent tendance à ne pas croire les jeunes, mais là, c'était un challenge. Donc, les médecins généralistes, on arrivait à se challenger avec des spécialistes et parfois, quand on avait raison, la logique primait. Et donc cet environnement-là m'a permis de me mettre en confiance et de me faire une patientèle à 1 an dans la ville. Et en 2010, j'obtiens une bourse je souscris pour une bourse pour l'Angleterre, une première fois. Parce que bon, j'avais gardé l'habitude, comme je vous ai dit, l'enfance dont on lisait beaucoup, papa ramenait des journaux en Jeune Afrique. Donc, de manière inconsciente, moi, je gardais l'habitude de mon père d'acheter des journaux. Et puis, un jour, je tombe sur une annonce où l'Angleterre donne des bourses pour les gens qui sont au milieu de leur carrière pour aller faire un master en Angleterre. Je passe des interviews, je réussis les interviews, mais maintenant, il fallait, pour avoir l'inscription en Angleterre, passer un test en anglais. Et les tests n'étaient pas organisés ici au Congo, c'était organisé soit en Afrique du Sud, soit au Kenya, dans les pays anglophones, et il n'y en a pas beaucoup de temps. Donc je m'organise en 2010 pour aller à Johannesburg, à mes frais. Et je fais suivre des cours d'anglais pour passer le test, en fait, la HELTS. Je passe le test, mais j'ai 5,5 sur 9, donc 65% à peu près, je crois. Et il fallait 6,5, à peu près 72% pour être admis à l'université. Bon, quoique après, j'ai vu que d'autres universités prenaient quand même avec ce score-là, parce que moi je voulais aller à l'université de Leeds. Donc, je rate cette année-là la bourse parce que je n'ai pas fait 6,5. Et bon, voilà, au lieu de me décourager, je continue mon boulot. Et l'année qui suivait, en 2011, à la même période, je souscris encore une seconde fois pour cette bourse. Et cette fois-là, puisque j'étais préparé. Et pendant toute l'année où il fallait attendre, donc j'ai pris des leçons, j'ai acheté des livres, des CD pour me préparer. Et en 2011, voilà. Je réussis aux interviews, encore une fois, et je vais passer le test à Nairobi. Et là, je réussis. Donc, ça me permet de partir au mois de septembre en Angleterre, où je vais passer 1 an et demi, à faire un master en gestion, planification et politique de la santé. Je laisse ma famille ici, ma femme et mes 2 enfants qui étaient jeunes, donc une année intéressante parce que on se retrouve à l'étranger, on est seul, on a la solitude, il n'y a pas de sentiment, donc même si vous n'avez pas étudié en anglais, quand vous arrivez là-bas, il faut faire ses preuves. Donc une année intéressante pour moi parce que on se remet en doute. Il y a des moments où on se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais réussir? D'autant plus que moi, cette année-là, j'étais sélectionné. Entre-temps, j'avais commencé une spécialisation à l'université pour la radiologie. Et la même année, en 2011, je suis pris à Paris, à Gustave Roussy, pour aller faire ma spécialisation en radiologie. Et je suis pris aussi en Angleterre. J'ai toujours eu des choix qu'on est là à faire dans la vie. Hein. Alors je réfléchis, je dis, bon, ok, Paris, j'y vais souvent. Je peux à tout moment aller faire un stage. Mais l'Angleterre, à ce moment, m'offre une bourse de 50 000 pounds, qui équivaut à peu près à 80 000, 90 000 dollars. Est-ce que si j'ai ce montant, presque 80 000 dollars, je vais les mettre pour des études? Je dis, ça sera très difficile. Il faut vous remettre un peu dans le contexte. Donc, je choisis l'Angleterre. Encore une fois, je fais un choix, je vais en Angleterre, où je termine mon master en décembre 2000. On termine en septembre, et puis la collation a lieu en décembre 2012. J'avais encore mon visa d'études, j'avais un permis de travail, donc il suffisait que j'aie un travail en Angleterre, j'allais rester
résident là-bas, mais je fais le choix. Donc, le 18 décembre, on a la collation. Je crois que le 22, je suis à Kinshasa. Parce que d'abord le 25, c'est mon anniversaire. Et puis bon, je me dis, j'ai laissé ma femme et mes enfants 1 an. Je ne vais pas rester en Angleterre à ne rien faire. Donc, le 22 décembre, je suis à Kin. Les gens me posent la question, mais pourquoi tu rentres là-bas alors que tu as un diplôme d'ici, tu peux travailler? Je dis non, moi, ici, je peux être un prince, mais je pense qu'à Kinshasa, je serai plus qu'un empereur. Voilà. Pour la petite histoire, à l'époque, toute ma famille a voyagé. Je suis pratiquement le seul à rester à Kinshasa. Tout le monde est parti. Et donc, mon frère qui avait vécu plus de 22 ans en Angleterre me dit, mais tu as un diplôme d'ici, reste. Je dis, non, non, je rentre. Et donc, je rentre en 2012. Et à ce moment-là, quand je rentre, je suis pris à l'INSS à l'époque, donc comme chef de service. Mais il faut savoir qu'à côté, on avait commencé notre clinique privée, donc médecin de nuit. Donc en 2009 déjà, on avait commencé médecin de nuit avant que je parte en Angleterre, donc une clinique privée. Et je reviens, l'INSS, c'était assez intéressant, mais je ne me sentais pas travailler encore avec une supervision. Donc j'ai préféré travailler pour moi, médecin de nuit, et continuer ma spécialisation à l'université. Donc voilà un peu mon parcours. Je crois que je les ai déjà effleurés. Un moment où il faut faire des choix. Des choix qui sont difficiles. J'ai dit le premier moment, d'abord, moi je termine à l'université, je fais une distinction. Normalement, je dois rester comme assistant académique. Donc pour faire la carrière, pour devenir professeur. Mais, comme je vous dis, une semaine après, je vais chez Dr Soulou pour faire un stage, et puis il m'engage. Mais ce qui m'impressionne quand j'arrive chez Dr Soulou, je vois qu'il y a un médecin congolais qui construit une clinique importante comme ça, qui a quand même un train de vie, sans être à l'université, sans être professeur, un train de vie intéressant. Ses enfants étudient en Europe, il a des maisons en Europe, Et puis, je crois qu'il m'inspire parce que, bon, j'avais aussi une passion de photographie comme lui. Parce qu'un jour, en fait, il m'invite, à l'époque, il construisait de nouveaux bâtiments. Et je vais dans son bureau, je vois une belle photo de l'hôpital avec Marcus, mon photographe, c'est une contre-plongée du bâtiment, une photo parfaite, en proportion, en lumière. Et puis je dis, mais qui a fait cette photo? Et puis il rit. Donc il m'emmène dans son bureau et il m'explique son parcours de vie. Docteur Soulou, pour ceux qui ont lu son livre, Ma seconde vie, a été quelqu'un de particulier. Et il me dit, mais mon fils, moi, quand j'étais étudiant, j'ai financé mes études avec la photographie. Et il me raconte sa vie. Comment il arrive à devenir médecin stagiaire en Ngaliema, à être recruté jusqu'à trouver une bourse pour Liège. Et quand il revient, à devenir médecin directeur et même le médecin privé de Maman Bobila Dawa. Et il m'explique comment il construit sa clinique. C'est une histoire passionnante. Donc voilà, donc je décide de travailler avant de continuer ma carrière comme enseignant à la faculté. Et premier choix difficile. Hein. Je vous ai raconté, j'arrive en Nganda une semaine après. Il faut faire encore un autre choix. Un salaire, pour vous donner les proportions, hein, on vous paye 10 sur toute la vie et vous devez gagner 10 000 pour 6 mois. Je pense que beaucoup de gens auraient sauté sur les 10 000. Mais moi, j'ai fait le choix de la raison. Parce que 10 000, on peut les avoir, mais bon, ça n'en durera que 6 mois. Mais 10, quand on l'a pour toute la vie, ça peut devenir des millions. Deuxième choix. Ensuite, je vous ai dit que je suis choisi en France et en Angleterre. Je suis en radiologie, donc tout le monde dira, mais surtout que c'était l'époque de l'immigration choisie où ils ont besoin de radiologues. D'ailleurs, beaucoup de médecins sont restés. Moi, j'ai choisi l'Angleterre parce que je réfléchis, je dis, mais est-ce que moi, si j'ai 150 000 $, je vais mettre ça pour des études? Je vais en Angleterre. Parce qu'en plus, j'ai un diplôme de l'Angleterre. En France, j'aurais eu un certificat d'études médicales spécialisées partielles, qui ne serait pas un diplôme de spécialisation, ce serait une attestation qui dit que je vais faire un stage en France, mais ce ne serait pas un diplôme. Mais en Angleterre, j'ai eu un diplôme de 3e cycle. Troisième choix.
Quatrième choix, j'ai un travail, tout le monde se précipite pour aller travailler dans une boîte publique ici. Bon, moi, j'avais déjà fait le tour de la question. Je préfère travailler pour moi. Quatrième choix de vie. Donc voilà un peu des moments où, dans une carrière, il faut savoir décider qu'est-ce qu'on fait de sa vie. J'ai oublié, l'autre choix important, c'est laisser sa femme avec des enfants jeunes. Partir en Angleterre, parce que oui, c'est vrai, on va dire, laisser sa femme et ses enfants. Et heureusement que ma femme aussi est médecin, donc elle travaille, mais bon, réduction de revenus, il faut tenir. Et après, c'est vivre en Angleterre dans un nouvel environnement où on est tout seul, on est inconnu, et arriver à faire le diplôme. Donc voilà un peu les étapes de ma vie. Il y en a beaucoup, mais les premières c'est mon père, ma mère. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que ma grand-mère aussi paternelle a été pour beaucoup, parce que je vous raconterai l'histoire. Et puis ensuite, la rencontre avec ma femme, c'est une histoire assez intéressante, comme dit Fali, une film. Mais bon, une histoire à chaque étape qui marque. Mon père, pourquoi? Parce que c'est, pour les gens qui le connaissent, le vieux Robert, comme on l'appelait, c'était un monsieur, comme on dit. Les gens l'appelaient le fils de l'homme. Il est venu de Kouilou, un monsieur très strict, mais gentil, comme tous les parents, mais très très pointilleux. Pour vous donner un exemple, papa était prof de français, prof d'histoire, donc les problèmes de diction, il pouvait arrêter de manger quand on confondait le U et le I. Alors là, c'est pas possible. Vous voyez papa qui arrête de manger, il dit, mon fils, le I, il faut tirer les lèvres, le U, vous le tirez comme... Et donc c'était des choses comme ça. Donc je ne vous raconte pas les fautes d'orthographe. Quand on faisait des fautes d'orthographe, c'était l'occasion pour lui de sortir le Maurice Grévis, le Bled, et donc il donnait des cours. Et puis, en tant que professeur d'histoire, je pense que c'est lui qui m'a donné le goût de voyage, parce que sur sa table, moi j'ai appris le monde avec papa. J'ai connaissé les civilisations grecques, romaines, et il était tellement intelligent, passionné de secours, que quand on était avec lui à table, on racontait les histoires, et donc dans ma tête, ça bouillonnait à l'époque. Et aussi parce que c'est un monsieur qui a un modèle de famille et de gestion, parce que bon, nous, on connaissait le salaire de papa. On savait quand il était payé, qu'il était payé, et jamais il sortait son salaire le même jour. Le lendemain, il nous mettait tous là, il distribuait le salaire à tout le monde. Donc moi, le salaire de papa était connu. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que je le garde. Je n'ai pas de secret avec ma femme. Et aussi parce que c'était un leader. Je vous ai parlé du quartier de Bonhomme. C'est papa, avec ses autres amis, qui font que ce quartier-là, d'ailleurs, j'y rentre encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu des maisons là-bas. Moi, en souvenir de tous ces parents-là, j'ai même construit quelque chose là-bas. Parce que ces parents-là nous ont donné l'exemple de travail en communauté, de la réussite, du leadership ensemble. J'ai parlé de ce quartier où on avait des cadres de ce pays qui ont quitté la ville, qui vont dans un quartier un peu comme un petit bled, qui transforme le bled en quartier résidentiel. C'est grâce à ces parents-là qu'on a une paroisse, parce que justement, quand on lotit le quartier de Bonhomme, ils s'arrangent pour qu'on ait une paroisse, pour qu'on ait une église, pour qu'on ait un terrain de foot. Attendez. Et c'est des gens qui étaient visionnaires. Et donc, je vous ai parlé des gens, de la qualité des gens qui étaient là. Vous avez Bongui Lang, le secrétaire national d'éducation, un grand monsieur, éditeur. Le papa est Désiré Bagbeni, c'est l'ambassadeur Nzekele, maître Yoko. C'est un quartier où on a eu quand même la crème de l'époque de Mobutu. Les Chimbalanga, les Mukuna, les Kikwaki, tous les amis d'enfance, les pilotes de Air Zahir. Donc pour moi, papa reste un modèle parce que non seulement il a été le premier à nous guider, mais deuxièmement un mentor parce que plus on grandissait, plus on devenait amis. Donc nous, on n'avait jamais de tabou avec papa. Il nous est arrivé de prendre un verre ensemble. D'ailleurs, mes frères aînés, surtout celui qui est parti à Londres, il était étonné d'apprendre qu'on arrivait à prendre un verre avec papa parce que bon, c'est normal, eux étaient les aînés de la famille, ils devaient donner l'exemple, il était assez strict avec eux. Et nous, bon, moi, comme je vous ai dit, j'étais un enfant qui lui donnait plutôt de fierté, donc j'étais plutôt son ami. J'avais des bonnes notes à l'école, je n'avais pas de problème de comportement, je n'avais pas d'histoire, donc on était très potes. Maman, qui était comptable, qui a travaillé, pour moi, l'exemple d'une femme dynamique.
Très moderne aussi, hein. Ma mère a fumé, ma mère buvait sa bière, elle éduquait ses enfants. Je sais qu'à l'époque, les gens étaient étonnés. Ah, mais leur maman fume. Elle a arrêté toute seule, mais ça l'a jamais empêché euh, d'éduquer ses enfants, fervente chrétienne. Et puis, comme je disais, ma grand-mère. Parce que je me rends compte que ma grand-mère a eu de l'influence sur mon père, parce qu'elle elle est une grande féministe. Pour vous donner l'exemple, ma grand-mère n'est pas très grande, 1,55 m, et mon grand-père paternel, c'était un colosse, 1,80 m. Donc d'ailleurs, tous nos enfants, là, la troisième génération, ils ont ça comme taille. Et ma grand-mère quitte le village d'Engung, elle va dans le village voisin de Kumpu, où mon grand-père est chef. Mais en tant que chef africain, donc, il entretient plusieurs épouses, et elle ne supporte pas ça. Elle quitte le village de Bimbele, là où était le grand-père, et elle rentre chez elle avec son fils unique, parce que faut savoir que mon père était fils unique, son frère était décédé durant la rébellion de Moulele. Et donc la grand-mère prend son fils et revient avec lui au village. Ça, c'est un outrage à un chef, parce que même physiquement, elle n'est pas grande de taille, mais elle arrive à tenir tête à un monsieur qui est grand, et son fils s'avère être le premier civilisé de son village, parce que c'est quand les Belges viennent pour recruter les enfants, on prend mon père, on l'emmène, parce que c'était ça à l'époque, on l'emmène au séminaire, au petit séminaire, et donc elle, qui n'avait que ce fils unique-là, pense que les Blancs sont allés tuer son fils, parce qu'il se racontait dans les villages que quand ils prenaient les enfants, ils allaient les manger. Donc imaginez un peu cette femme-là, qui n'a que ce fils-là comme trophée, et qui brave son mari qui revient dans le village, on lui prend son fils. Bon, après, à la fin de l'année, donc papa revient, et il a des bons rapports sur lui, un très bon élève, brillant. Et papa, déjà, comme je vous ai dit, là, le côté enseignant, il se met à enseigner les enfants du village. J'étais d'ailleurs étonné, invité par un aîné, là, il me dit, vous savez que c'est votre père qui nous a donné tous les prénoms. J'ai dit, ah bon? Et donc après, la grand-mère de fil en aiguille, elle se remplit de fierté de voir son fils, qui est le tout premier du village, aller à l'école, qui sait lire et écrire. Et puis, il termine ses études. Il était décidé à être prêtre, mais bon, papa est un monsieur aussi avec un caractère pointu. Donc, quand ils arrivent en avant-dernière année, on leur demande de porter des culottes alors qu'ils étaient déjà en secondaire. Et donc, lui ne supporte pas ça. Il quitte. Il va continuer à Maïdi, qui était le précurseur de l'université. Et puis, bon, il rentre dans l'administration où il fait carrière. Et aussi ma grand-mère, parce que comme je dis, c'est une femme de caractère. Par exemple, pour vous donner une idée, elle, j'ai le souvenir, quand j'avais 7 ans, qu'elle est venue nous voir. On l'embêtait, hein, nous les enfants, on l'embêtait beaucoup. Alors quand on l'embêtait, elle allait au coin, elle se fâchait, mais nous, on était petits, on était très taquins. On continuait de l'embêter, et puis elle ne parlait pas, elle attendait son fils pour nous accuser, pour dire, voilà, tes enfants ne m'aiment pas. Et papa qui lui expliquait, parce qu'on ne parlait pas la langue maternelle, et elle nous parlait en langue maternelle, et nous, on parlait en français. Et ça l'énervait. Mais elle était très propre, c'est ça qui nous a marqué. Par exemple, elle, on ne pouvait jamais faire le foufou dans la même casserole où on prépare les autres aliments. Et elle avait une façon de le dire dans la langue maternelle. Elle dit, mais voilà, ces gens, comment ils peuvent préparer le foufou et les aliments dans la même casserole? Donc elle était très maniaque comme ça. Et le côté maniaque, je le retrouve d'ailleurs avec ma fille. Je lui dis toujours, mais toi, tu aurais dû connaître ta grand-mère. Donc voilà un peu les personnes qui m'ont inspiré sur le plan personnel, au niveau de la famille. Il y en a beaucoup, hein. Mais lui, parce que son côté managérial, il faut vous remettre dans le cadre que c'est le premier Congolais qui emmène un scanner, qui fait une clinique privée, qui a un mode de vie qui m'encourage à aller de l'avant. Et puis, ouais, je dirais mon beau-père aussi, le professeur Bahati, qui a le parcours un peu de tous ces leaders-là, qui part de rien, qui vient de Kivu, qui se débrouille étudiant marié, qui fait tout, qui vend des peaux de vache. Il fait le taxi, et quelqu'un de déterminé. Voilà les gens qui m'ont un peu marqué dans ma carrière. Une carrière comme la mienne est ponctuée par plusieurs défis, mais heureusement qu'ils sont là pour qu'ils soient relevés. Un des premiers défis, c'est notre incapacité à pouvoir travailler en équipe, à pouvoir se compléter, et aussi à se contredire.
Une des grandes choses que j'ai gagnées en Angleterre, c'est cet esprit critique qui nous pousse à réfléchir, mais aussi à se mettre d'accord, qu'on ne peut pas être d'accord, même si on n'a pas des points de vue qui sont partagés. Le plus important, c'est qu'on arrive au résultat final. Alors ça, c'est un des gros défis que je trouve au pays, c'est de ne pas être à mesure de pouvoir travailler ensemble. Mais aussi le manque d'observation et d'écoute. Parce que l'observation, pour moi, c'est le fait de regarder autour de soi. Ça nous permet d'apprendre, mais aussi le fait d'écouter. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, c'est avec le temps que j'ai appris à écouter. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je m'entoure de beaucoup de jeunes. Parce que quand je regarde le parcours mon parcours à moi en tant que jeune, j'ai eu l'opportunité de m'exprimer. Ça m'a permis de me mettre en confiance. Et donc aujourd'hui, je passe le plus de temps à écouter. Parfois, les gens qui n'ont pas la même expérience que soi, mais qui peuvent avoir des idées originales. Et je pense un peu que c'est un des plus gros défis qu'on doit relever dans notre pays. Le travail en équipe, l'observation et l'écoute. C'est une question un peu difficile de parler de soi. Mais je pense que sur le plan de ma carrière, une des grosses réussites, c'est d'avoir réussi à placer un hôpital typiquement congolais dans le subconscient des gens, médecin de nuit. Ça, c'est une des fiertés pour lesquelles nous avons pu relever le défi dans ce pays, parce qu'avant nous, on n'était pas les plus intelligents, on n'avait pas de moyens, mais on avait des idées qu'on a essayé de mettre en pratique. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence, aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Quand je regarde le nombre d'ambulances dans cette ville, je dis qu'on a travaillé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a voulu avoir une ambulance comme médecin de nuit. Tous les médecins congolais aujourd'hui veulent avoir un hôpital comme médecin de nuit. Ou un peu plus que médecin de nuit. Donc, quelque part, on a réussi à devenir une référence nationale et internationale. Parce qu'avant nous, il y avait des domaines qui étaient réservés comme étant des chasses gardées pour faire venir un avion médicalisé dans ce pays. On nous disait qu'il n'y avait que certaines personnes qui étaient habilitées à le faire, alors que nous, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Et la confiance a été telle qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire venir un avion et qu'on puisse payer dans 30-45 jours. Ce qui était impossible dans ce pays pour les Congolais. Il fallait payer cash. Mais grâce au réseau qu'on a pu établir durant toutes ces années, aujourd'hui, nous sommes en mesure de commander un avion et de se faire respecter. Que ce soit en Europe, en Afrique du Sud, il suffit d'avoir notre nom, notre signature, notre engagement et respecter les délais de paiement. Ça, c'est une des grosses réussites pour lesquelles je me dis merci Seigneur de nous avoir guidés sur ces pas, mais aussi donner le goût aux médecins de travailler dans un environnement qui challenge, de mettre la compétence dedans et de faire confiance aux médecins congolais. Certes, ce n'est pas tout le monde qui a réussi à avoir ce parcours, mais quand on met la rigueur, comme on l'a fait à Médecins de nuit, dans le recrutement des gens, ça produit des résultats comme on a pu voir. Donc pour moi, ça restera une des plus belles fiertés pour lesquelles, même dans ma tombe, je dormirai tranquillement. Alors, le premier objectif, c'est d'avoir la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et pour l'avenir, c'est donc ce que j'ai dit, être à mesure de relever tous les défis que j'ai relevés là, que le Congolais comprenne qu'on peut se contredire sans être fâché, qu'on peut avoir des avis divergents, mais se parler sans être susceptible, et que pour le futur de ce pays, c'est du choc des idées que jaillira la lumière. Et donc moi, je suis pour cette confrontation positive qui nous emmène vers le progrès, parce que justement, il faut qu'on arrive à se contredire, mais après boire un verre ensemble. Je vois parfois des gens qui sont dans un état, ils se recroquevillent parce qu'ils n'ont pas été d'accord, et qu'on va emmener les débats qui sont tout à fait objectifs ou professionnels
dans un angle privé, je trouve ça un peu dommage. Et donc pour l'avenir, j'aimerais justement que nous-mêmes, nous puissions être sérieux, que nous puissions être patients et que nous puissions vraiment être tolérants, parce que sans la tolérance, on ne peut rien bâtir dans un pays. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai un positive mindset. Je n'accepte pas l'échec sans avoir essayé. Parce que pour la plupart des fois, on n'a pas essayé et la peur nous prend, on n'entreprend rien. Mais moi, mon objectif, c'est de toujours essayer. Et si on n'a pas réussi, on a au moins gagné de l'expérience. Et si on a réussi, ça donne encore le moyen et des ailes pour aller plus loin. Donc je suis de ceux-là qui croient qu'il faut d'abord essayer et qui ont beaucoup de patience. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu peut-être, je vois un peu plus loin les opportunités que les autres ne saisissent pas, au point que d'autres croient que je suis un rêveur. Mais quand elles se réalisent, elles se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais simplement parce qu'il faut se projeter et ne pas se donner des limites. Comme on dit en anglais, if the sky is the limit, go over the sky. Voilà un peu mon objectif, mon principe de vie. Et cette philosophie me guide dans toutes les actions que je fais. Tant que je n'ai pas essayé, je préfère qu'on me dise non pour avoir essayé. Et je continuerai, même si on m'a dit non. Je vous donne l'exemple de ma bourse. Je serais quelqu'un d'autre, j'aurais arrêté avec une première tentative. Mais j'ai persévéré et je suis arrivé. Et je pense que même dans la vie, c'est important l'échec aussi. Parce que vous savez, quand vous étiez habitué à être toujours premier de classe et que vous avez un échec devant vous, ben, la plupart des gens vont arrêter, mais les personnes les plus motivées vont aller. Je donne l'exemple de Thomas Edison. Les gens ne regardent que la réussite où il a trouvé, il a réussi à faire l'ampoule incandescente, mais il a essayé plus de 700 fois, il ne réussissait pas. Et jusqu'au jour où il a trouvé la lumière. C'est un peu ça la philosophie de vie. Chaque fois qu'on a une pierre devant soi, c'est à nous de décider si on fait de cette pierre un mur ou on fait un pont. Donc c'est un peu ça ma philosophie. Merci. La première des choses, c'est le travail. Le travail intense qui vous donnera les moyens. Investir en soi. Aujourd'hui, les gens sont étonnés de me voir peut-être à ce poste de vice-ministre, mais ceux qui m'ont connu ont su que le choix d'aller en Angleterre, c'était peut-être pour me préparer pour un avenir. Ça a pris 10 ans, 12 ans. Mais en fait, dans le bilan de mes compétences, j'avais remarqué que oui, j'étais médecin, oui, j'étais radiologue, mais dans la gestion de la chose commune, dans la gestion des affaires, dans la gestion et la planification, il me manquait des compétences. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller en Angleterre, aller apprendre. Et le passage en Angleterre a été pour moi une école de formation et d'humilité. Parce que je n'ai pas été un mauvais étudiant, mais en Angleterre, j'ai encore appris à réfléchir au-delà, comme on dit en anglais, thinking out of the box. Nous, on nous apprend peut-être 2 solutions, mais le passage chez les anglo-saxons m'ont appris à me remettre en question, même si je suis sûr de mes 2 réponses, mais d'avoir toujours une solution de rechange. Donc pas une, pas 2, pas 3, de retourner le problème à 360 degrés et de réfléchir surtout à ce qui ne va pas aller. Alors donc, c'est ça que je dis, il faut investir en soi. Ça demande beaucoup de patience. Les gens qui me voient comme ça ne savent pas que je vais pratiquement vers les 25 ans de médecine. Et qu'au début de ma carrière, j'ai travaillé comme un malade. Je faisais 16 gardes par mois. Donc tous les 2 jours, j'étais à l'hôpital. Tous les 2 jours, avec une femme qui est jeune, avec des enfants qui sont jeunes. J'étais à l'hôpital, je faisais ma spécialisation. Et quand j'ai commencé au CMK, je gérais le centre d'une société privée, j'étais le responsable. Ce qui fait que je quittais la maison, par exemple, le samedi, 12 h, jusque lundi, 16 h. Ma femme venait me voir à l'hôpital, elle m'emmenait la bouffe avec mes enfants, on passait le week-end entre 2 consultations, dans un petit appartement qu'on avait à l'hôpital. Et donc, j'ai travaillé très, très dur. Mais ça m'a mis en confiance par rapport au métier. Et ça m'a donné encore beaucoup plus d'expérience. Et aussi se planifier. Je pose toujours la question aux jeunes, vous voyez où dans 5-10 ans? Ça a l'air d'une question simple, mais c'est une question qui détermine le choix de sa vie.
Je vous ai dit que dans ma vie, j'ai eu à faire des choix. Simplement parce que je me disais, j'ai vu des professeurs et des aînés avant moi qui ont commencé l'enseignement à l'âge de 29 ans. Et quand ils arrivent à la retraite, c'est un peu compliqué pour leur famille. Quand ils meurent au plateau des profs, une semaine après, les autres collègues veulent avoir la maison. Non pas de mauvaise foi, mais parce que c'est ça la nature. La nature, c'est une constante querelle de force, d'intelligence, de moyens. Mais je me disais, oui, je vais faire ma carrière académique, mais je veux éviter tel risque. Il faudrait que je prépare l'avenir pour mes enfants. Il faudrait que je me mette à l'abri. Et donc, pour arriver à cet objectif-là, je fais le bilan de mes compétences. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je vais devenir? Pour la petite histoire de médecin de nuit, les gens ne comprennent pas d'où on vient. C'est une aventure pour laquelle je pense qu'un livre est en train d'être écrit. On commence un projet, jeunes médecins, tous généralistes, avec l'équivalent de 5 ans de nos salaires. On investit tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais partagé les dividendes. Mais on était motivé par la passion du métier, faire quelque chose de bien, surtout s'améliorer au jour le jour. Et voilà, ça c'est la preuve justement que les Congolais peuvent travailler ensemble. On est plusieurs actionnaires. Malgré nos différences, malgré nos réunions qui sont chaudes, on est toujours ensemble 12 ans après. Et donc on arrive à créer ce projet-là. Parce qu'on se disait aussi que quand on aura l'âge de la retraite, on n'aura plus la même force que quand on est jeune. Il faut éviter d'être surpris par la vie. Donc, on a investi dans cette clinique en prévision du futur. Parce que nos parents, parce que nous-mêmes, si nous tombons malades, il faut qu'on ait un endroit où on va se faire soigner dans des standards internationaux. Alors, je demande la patience aussi, parce que pour réaliser ce genre de projet, il faut beaucoup de patience. Je vous ai dit, la première tentation, c'est quand il y a un peu d'argent qui rentre, les gens sont plutôt pressés de partager le bénéfice. Mais nous, on s'est sacrifié. On était locataires, mais on a acheté l'hôpital, on l'a construit. Ce qui est impensable pour beaucoup de gens, au point que même beaucoup de personnes ont douté qu'on était propriétaire de l'hôpital, parce que nous voyons avec un train de vie réduit, mais parce qu'on a investi. On n'avait personne qui croyait à ce projet. On a pris toutes les économies, on a mis là-dedans. On était tous locataires, mais on a acheté l'hôpital, on l'a construit, on a investi tout notre portefeuille et toute notre épargne là-dedans. Donc il faut cette patience. Si on n'a pas la patience et qu'on veut, comme je dis à mes enfants, être vapeur, il suffit de chauffer de l'eau à 100 degrés, l'eau se transforme en vapeur. Mais pour avoir de l'or, il faut chauffer autour de 1000 degrés. Donc c'est un peu ça, la patience, la vision. Parce que comme on dit souvent, ce que l'esprit conçoit, l'œil le voit et la main le réalise. Mais pour que tout ça soit en chemin, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de travail, il n'y a pas de miracle. Hein, parce que les gens croient qu'il faut aller dans des loges, faire des histoires compliquées. C'est faux tout ça. Non, on n'a pas connu ça. On est tous issus de familles chrétiennes. Et nos parents, justement, c'est pour ça que j'ai dit, je l'ai dit au début de l'émission, que nos pères ont été des modèles pour nous, parce que c'est tout ce qui nous a appris. Le travail, les valeurs, l'éthique, la patience. Et voilà, avec le temps, ça produit des résultats comme cela. Mais il faut aussi être préparé, ça c'est pas toujours rose. Hein. Il faut avoir un mental d'acier, savoir tomber. Mais au lieu de tomber, quand vous regardez même les grandes personnes dans le monde, c'est celles qui continuent, qui ont la niaque, comme on dit en français. Donc, il ne suffit pas d'avoir une difficulté devant soi pour laisser tomber les bras. Il faut continuer, recontinuer, comme Thomas Edison, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais ça, il faut beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline et la grâce divine. La grâce divine sans laquelle tout ce qu'on est en train de bâtir ne vaut rien. Et comme je le disais toujours, les associés de médecins de nuit, par exemple, on a des parents qui ont été très stricts. Et notre fierté, c'est par exemple quand je suis à la maison, que ma petite fille qui étudie au lycée français revienne pour me poser la question, mais papa, parle-moi un peu de Pépé, comme ça qu'il appelle. Parce qu'aujourd'hui, ma prof d'anglais, en voyant mon nom, c'est une nouvelle qui vient d'arriver au pays, elle m'a posé la question si j'étais la petite fille de M. Robert Hollen. Et puis il a commencé à raconter que c'était un grand monsieur qui leur avait donné cours. Et moi, je me dis, j'aurais dû le connaître.
La fierté aussi, c'est d'être à l'hôpital et qu'on a une malade qui vient vous voir et dit « Vous êtes le fils de M. Robert Oled ». Donc finalement, c'est des exemples de ces parents-là qui étaient fonctionnaires, qui ont eu à nous mettre, à nous éduquer, à nous envoyer dans des très bonnes écoles. Donc aujourd'hui, moi, quand je vais en Angleterre, c'est l'anglais que j'ai appris au Mont-en-Bas, qui ont jeté des bases. Et donc, les parents qui nous ont montré le travail, qui nous ont montré la prière, qui nous ont montré la patience, et rien d'autre, la vie de famille. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir rencontré ma femme, qui est mon amie, qui est mon associée, en privé, comme partout où je le fais, elle est mon associée. On investit ensemble, et donc c'est une grâce, parce qu'on a eu des parents qui ont aussi vécu comme ça. Voilà ce que je peux dire. Et donc les jeunes, beaucoup de jeunes sont pressés, mais ça ne sert à rien. Il faut être patient. Ne pas envier l'autre, parce qu'on ne sait pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ceux qui nous connaissent savent qu'on n'a jamais été impressionné par le matériel. On sait ce qu'on allait accomplir. Même quand les gens se moquaient de nous, quand on investissait dans médecin de nuit, nous, on savait où est-ce qu'on allait arriver. Et on n'est pas encore arrivé. On va encore continuer. Mais déjà, vous remercier. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez m'identifier dans cette mare? Moi qui ne suis que vice-ministre, vous avez vos raisons. Mais ça me permet justement, parce que j'ai toujours refusé ce genre d'émission. Parce que je trouve que parfois, c'est pas toujours intéressant. Mais là, je vous félicite d'abord de m'avoir convaincu à le faire. Mais aussi de me donner l'occasion de m'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur nous, sur l'hôpital, sur notre parcours. Les gens croient que c'est une génération spontanée, mais ils ne savent pas ce qu'il y a eu derrière. Il y a eu des pleurs, il y a eu des sacrifices. Pour vous donner des petites histoires, quand on commence l'hôpital, par exemple, ben, il fallait envoyer nos malades dans des hôpitaux où on nous demandait des cautions et on se cotisait la nuit, 100 $, 200 $ pour payer la caution. Mais j'ai oublié une étape importante aussi. Quand on lance médecin de nuit, on a 5 lits. Il y a une société de la place BAT qui lance un appel d'offres pour contracter avec un centre médical. Et nous, on n'a même pas d'hôpital. Tout le monde vient, un appel d'offres avec le DG qui venait d'Angleterre. Et chacun vient montrer, j'ai un hôpital de 200 lits, 300 lits, je peux soigner. Et nous, on vient avec une solution innovatrice. C'est-à-dire qu'on explique qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de lits dans un hôpital, mais il faut un système où le malade entre, il est pris en charge. Et je donne l'exemple comme en Angleterre, où le médecin de famille ou de quartier gère une partie de la population dans son cabinet. Et le cas échéant, quand il faut les envoyer à l'hôpital, il arrange pour les envoyer à l'hôpital et il revient. Donc, l'avantage ou l'opportunité d'être comme vice-ministre de la Santé, c'est de pouvoir apporter au pays toutes ces idées nouvelles. Parce que les gens croient que la santé, c'est l'hôpital. Non. Ce n'est qu'une partie du système. Vous savez aujourd'hui que la santé est déterminée aussi par l'éducation de la maman, par exemple. Les foyers où la maman est éduquée, les enfants ont beaucoup de chance d'être en bonne santé parce que la maman sait les nourrir, elle sait prendre des décisions pour les emmener tôt à l'hôpital. Et en plus, ces enfants ont la chance d'aller à l'université. Il y a l'habitation, il y a l'accès à l'eau. Vous savez que quand on améliore l'accès à l'eau, on élimine les maladies liées à la mauvaise consommation, à la mauvaise qualité de l'eau, le choléra, tout ce qui va avec, la fièvre typhoïde. Il y a le transport, il y a les voies, les infrastructures. Ça ne dépend pas directement de la santé. Ce qu'on dit, les déterminants, c'est l'État. Quand on améliore les routes, ben, on améliore pas seulement que pour la desserte agricole, on donne aussi un accès, par exemple, aux ambulances ou aux gens d'aller très vite à l'hôpital. Donc, ce sont toutes ces choses-là pour lesquelles on a une toute petite expertise éprouvée, parce qu'on est parti de rien, ce que je dis toujours aux gens. Nous, on sait ce que c'est ne rien avoir. Donc aujourd'hui, même si on perd tout ce qu'on a, on sait repartir. Et aussi l'innovation. Quand je vous parle des ambulances pour médecins de nuit, on n'a pas fait un hôpital qui existait comme ça, qui était comme le nôtre avant. Aujourd'hui, une des autres fiertés que nous avons, c'est que tout le monde a lancé les consultations à domicile. Nous sommes les premiers dans cette ville à lancer les consultations à domicile, avoir un numéro d'appel, avoir une ambulance médicalisée et des médecins qui viennent vers chez soi. Donc, quelque part, l'histoire retiendra que nous avons fait évoluer le système de santé ici dans ce pays.
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de respect qu'on nous reçoit. On ne dit pas cet hôpital du Congolais, on dit ah, c'est une innovation et c'est une fierté pour nous parce que nous avons fait changer l'environnement de la santé au pays. Nous sommes donc des game changers et ça, on ne pourra jamais nous retirer ça. Et on a toujours des idées, même si on nous copie, même si les gens ont beaucoup plus de moyens que nous. Je pense qu'une de nos forces, c'est nos réunions qu'on fait parce qu'on tient beaucoup de réunions où on discute les cas. Parfois c'est chaud, mais c'est toujours avec l'argumentaire qu'on arrive à convaincre. Et c'est ce que je voudrais pour tout le monde. Que nous puissions travailler, qu'on puisse convaincre. Parce que le management qui s'impose n'est pas un bon management. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut observer ce que les gens font. Parce que si on impose quelque chose, les gens vont le faire parce qu'on est là. Mais quand vous êtes parti derrière soi, ils ne le font pas. Or, ce n'est pas ça. Il faut discuter, observer, écouter, et en tant que leader, proposer des solutions qui vont rester même si on n'est pas là. Et comme on dit, le vrai leader, on le reconnaît quand il n'est pas là. Voilà, merci. Empreinte RDC, votre magazine digital.